L'immigration en France, c'est vrai que c'est un sujet qui revient tout le temps, qui est complexe, sensible. On entend beaucoup de choses, beaucoup de chiffres. Parfois, c'est un peu difficile de s'y retrouver, non? Oui, tout à fait. Et c'est justement le point de départ de l'analyse vidéo qu'on va regarder de plus près aujourd'hui, celle de la chaîne YouTube Intéressant Dimitri Pavlenko. Elle commence en disant ça, en fait, que le débat public semble un peu bloqué, quoi. Parfois même paralysé politiquement sur cette question précise. D'accord. Et donc, notre idée ici, c'est de décortiquer ensemble ce que cette source, cette vidéo nous apprend. On va essayer de regarder les faits, les chiffres, les tendances qu'elle met en avant pour mieux comprendre l'ampleur du phénomène migratoire en France, comment ça évolue, les caractéristiques, mais en restant bien fidèle à ce que dit cette analyse vidéo, c'est ça, hein? Exactement. L'auteur de la vidéo, d'ailleurs, il suggère que ce blocage politique, il irait de pair avec une perception qu'il rapporte, hein, selon laquelle les autorités auraient un peu perdu le contrôle des flux migratoires. Il mentionne aussi, en s'appuyant sur des sondages qu'il cite, qu'une majorité de Français, 70% selon lui, voudraient un référendum, plus de fermeté. Donc, l'objectif affiché de cette source, c'est clair, c'est d'apporter des faits, ce qu'elle appelle la science, pour un peu éclairer le débat. Bon, alors allons-y. Plongeons dans ces données, ces mécanismes décrits par la vidéo, pour bien comprendre par quoi on commence. Le plus logique, c'est sans doute de commencer par les définitions. De qui parle-t-on, en fait? La source rappelle la définition de l'INSEE. Un immigré, c'est une personne qui est née étrangère, dans un pays étranger et qui vit en France aujourd'hui. Et point important que la source souligne, que cette personne soit devenue française depuis ou pas, elle est toujours comptée comme immigrée dans les statistiques. D'accord, ça c'est clair. Et pour les enfants qui naissent en France de parents immigrés, Alors, si au moins un des parents est immigré, eux, ils sont classés comme descendants d'immigrés. C'est la fameuse deuxième génération. Et l'analyse utilise aussi deux mots importants qu'on va retrouver, le stock, c'est-à-dire le nombre total d'immigrés qui sont présents à un moment donné, et les flux, qui sont les entrées et les sorties chaque année. parfait, c'est bien posé. Alors, ce fameux stock, ça représente combien de personnes aujourd'hui en France si on suit les informations présentées? Alors ça, c'est un point sur lequel l'analyse insiste pas mal. Les chiffres qu'on entend souvent, autour de 7 millions et demi d'immigrés, donc 10-11% de la population, la source dit que c'est un peu une photo à un instant T et que ça peut masquer une dynamique, une évolution importante. Une dynamique. C'est-à-dire, quelle évolution? L'analyse met en avant une progression avec les chiffres de l'INSEE. On serait passé d'un peu plus de 5 millions d'immigrés en 2006, ça faisait à peu près 8% de la population, à 7,3 millions en 2023, soit quasiment 11%. Et ce qui frappe l'auteur de la vidéo, c'est la vitesse de cette augmentation, en moins de 20 ans. Il la qualifie même, je cite, d'accélération sans précédent dans l'histoire de France. D'accord. Donc, le message principal de la source ici, c'est pas juste le chiffre en lui-même, mais c'est la vitesse à laquelle ça augmente. C'est exactement ça. Et ce n'est pas tout. Si on suit le raisonnement de la source et qu'on ajoute les descendants directs, ceux qui sont nés en France, la deuxième génération donc, on parlerait d'environ 8 millions de personnes en plus. Ça fait 12% de la population. Ah oui? Du coup, le calcul qui est présenté dans la vidéo arrive à un total immigré plus descendants de 15 millions de personnes. Ça représente quasiment un quart, 23% de la population. Et l'analyse va même plus loin, elle projette sur 3 générations, et elle avance un chiffre qui approcherait les 20 millions, soit environ 30% de la population. Waouh! Effectivement, quand on met ces chiffres bout à bout, tels que la source les présente, on comprend mieux pourquoi elle parle d'un fait démographique majeur et pas juste d'un petit phénomène. Oui, c'est clairement l'angle qui est pris. L'analyse donne aussi quelques détails sur ce stock d'immigrés. Par exemple, sur l'origine. Elle s'appuie sur des données de l'OCDE pour dire que l'immigration en France serait la plus africaine d'Europe. La plus africaine. Oui, 3 immigrés sur 5 viendraient d'Afrique, ce qui serait, selon les chiffres cités, 3 fois plus que la moyenne européenne. Et au sein même de cette immigration africaine, il y aurait une évolution. Historiquement, elle était très maghrébine, mais elle deviendrait de plus en plus subsaharienne. Et est-ce que la source dit pourquoi ces personnes viennent, principalement? Quels sont les motifs? Oui, pour la population immigrée qui vient d'Afrique, le motif principal que l'analyse met en avant, c'est le motif familial. D'après les éléments présentés, ça arriverait loin devant le travail, les études ou même la fuite de l'insécurité. D'accord. Bon, on a parlé du stock des personnes présentes. Maintenant, si on regarde les flux, les entrées chaque année, est-ce que cette tendance à l'accélération, elle se confirme aussi là? Absolument.
L'analyse rapporte une forte hausse des flux ces 25 dernières années, et ça se voit, dit-elle, dans plusieurs indicateurs. Si on prend les premiers titres de séjour qui sont délivrés chaque année, c'est un bon exemple. Les chiffres du ministère de l'Intérieur, qui sont cités dans la vidéo, montrent qu'on est passé de 188 000 par an en l'an 2000 à 327 000 en 2023. Waouh, ça a quasiment doublé en un peu plus de 20 ans. C'est énorme. Oui, et l'analyse souligne que l'accélération est particulièrement forte depuis 2015. Elle fait même un calcul, plus d'1,5 million de premiers titres auraient été donnés entre 2017 et 2025 sous la présidence Macron. Pour les motifs, si le regroupement familial a été longtemps majoritaire, d'après les données citées, il aurait été dépassé récemment par les étudiants internationaux. Hmm. Une autre voie d'entrée légale qu'on entend souvent, c'est l'asile. Qu'est-ce que la source en dit? Alors, elle la présente comme une voie d'entrée importante, et elle la qualifie de polémique. Pour illustrer ce qu'elle appelle une explosion des demandes d'asile, l'analyse cite un livre de Philippe Fontana. Le chiffre avancé, c'est une multiplication par plus de 100 depuis 1973. On serait passé de 1500 demandes par an à l'époque à environ 150 000 aujourd'hui. Et ça, ce serait un record en Europe, d'après la source. 150 000 demandes par an, c'est considérable. Et combien sont acceptées? Le taux d'acceptation, lui aussi, aurait beaucoup augmenté. L'analyse indique qu'il était de 13,5% en 2000 et qu'il serait de 45% aujourd'hui. Donc quasiment une demande sur deux qui reçoit une réponse positive. Est-ce que la source donne des détails sur les pays d'origine de ces demandeurs? Oui, elle s'attarde un peu sur le cas de l'Afghanistan, qui est devenu le premier pays d'origine. Les chiffres cités sont assez frappants. De 618 demandes afghanes en 2014, on serait passé à plus de 15 000 par an. Et le taux d'acceptation en France serait supérieur à 70%. L'analyse précise que ce taux serait le double de ce qu'on observe ailleurs en Europe pour les Afghans. D'accord. Elle décrit ensuite cette immigration afghane comme étant spécifique, très masculine, peu scolarisée et, selon elle, surreprésentée dans la délinquance. Pour appuyer ce dernier point, elle cite l'exemple d'une rixe à Paris fin 2024 qui a été médiatisée et qui impliquait des Afghans. Elle mentionne aussi des statistiques allemandes qui montreraient une surreprésentation, fois 21, dit-elle, de cette nationalité dans les cas d'abus sexuels sur mineurs. C'est une description assez précise pour une nationalité, hein. Et pour les autres pays d'origine des demandeurs d'asile? Alors, ce que l'analyse trouve étonnant, c'est que les pays qui viennent après l'Afghanistan dans le classement des demandes, comme la Turquie, la Côte d'Ivoire, le Bangladesh, ce sont souvent des pays que l'Union européenne considère comme sûrs. Ah oui, oui. L'interprétation qui en est faite dans la vidéo, c'est que ça pourrait indiquer un possible détournement de la procédure d'asile pour des raisons plutôt économiques. Le système français, par sa générosité, toujours selon l'analyse, dans l'octroi de la protection, eh bien, il semblerait encourager cette tendance. Au final, la France compterait plus de 600 000 personnes qui bénéficient de l'asile sur son sol. Et cette notion d'asile elle-même, elle évolue. La définition. Oui, c'est un point important que la source soulève. La définition de qui peut avoir l'asile ne cesserait de s'élargir, en particulier à travers la jurisprudence, les décisions de justice. Elle cite des décisions de la CNDA, c'est la Cour nationale du droit d'asile, qui examine les recours. Par exemple, depuis 2024, la CNDA considérait que toutes les femmes afghanes sont potentiellement éligibles au statut de réfugié. Ça fait 20 millions de personnes potentiellement. Ah oui, carrément. Et pareil pour tous les Palestiniens suite à une décision de juillet 2025. L'analyse ajoute aussi les femmes irakiennes et sri-lankaises, les homosexuels de certains pays comme la Birmanie, le Congo, le Togo ou encore les albinos du Nigeria. Ça fait potentiellement énormément de monde. Effectivement, la source cite même une estimation d'un organisme, l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, l'OID, selon laquelle 580 millions de personnes dans le monde pourraient, en théorie, sur la base de ces critères élargis, demander l'asile en France. C'est une projection qui, telle que présentée, donne un peu le vertige. Je comprends. D'accord, alors après les titres de séjour, l'asile, est-ce qu'il y a d'autres flux, d'autres voies d'entrée qui sont abordées? Oui, l'analyse parle aussi des MNA, les mineurs non accompagnés. Ce sont des jeunes qui arrivent seuls, enfin, qui se déclarent seuls et mineurs, pour être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, l'AES. Ils représenteraient une part assez importante des jeunes suivis par l'AES, entre 15 et 20%.
Et la source, elle émet des doutes à ce sujet. Elle exprime l'idée qu'ils seraient loin d'être tous mineurs. Elle affirme que vérifier l'âge avec des tests osseux, ça coûterait cher et ce serait peu fait. Pareil pour vérifier s'ils sont vraiment isolés. Et elle pointe le coût pour les départements, environ 50 000 euros par jeune et par an. Au total, ça ferait une facture estimée à 2 milliards d'euros. D'accord. On a parlé des entrées légales ou quasi légales avec les MNA, mais quid de l'immigration irrégulière, les sans-papiers comme on dit? Alors, la source aborde ça par la question des visas. Elle parle du phénomène des gens qui entrent légalement, avec un visa touriste par exemple, mais qui restent en France après que le visa expire. Ils basculent alors dans la clandestinité. Le cas des Algériens est cité spécifiquement parce qu'ils bénéficieraient, selon la source, de facilités pour obtenir des visas grâce à un vieil accord de 1968. Et est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes en situation irrégulière? C'est toujours le chiffre le plus flou, ça. Oui, c'est difficile. L'analyse donne une fourchette assez large, entre 500 000 et 900 000 personnes. Pour essayer d'avoir une idée, elle utilise un indicateur, le nombre de gens qui bénéficient de l'AME, l'aide médicale d'État. C'est une aide réservée aux étrangers en situation irrégulière qui sont là depuis plus de 3 mois. Ce nombre serait passé de 140 000 en 2001 à presque 500 000 aujourd'hui. Mais la source précise bien que tous les clandestins ne demandent pas l'AME. D'accord. Un autre élément cité, c'est un rapport parlementaire sur la Seine-Saint-Denis qui estimait qu'il pourrait y avoir entre 150 000 et 400 000 clandestins dans ce département, ce qui ferait un écart potentiel de 30% avec la population officielle. Et pour ces personnes en situation irrégulière, quel est le parcours typique que décrit la source? Qu'est-ce qu'elle cherche à faire? L'objectif, ce serait de durer, de rester le plus longtemps possible sur le territoire en collectionnant des preuves de présence, comme des fiches de paie, des factures, etc., pour pouvoir, à un moment donné, demander une régularisation. L'analyse affirme même qu'il y aurait statistiquement plus de chances d'obtenir ces papiers que d'être éloigné. Elle cite d'ailleurs le chiffre de près de 86 000 régularisations qui ont été accordées pour différents motifs en 2022. Et à l'inverse, les éloignements forcés, les fameuses OQTF, les obligations de quitter le territoire français, ça fonctionne? Eh bien, leur taux d'exécution réel serait très bas, d'après la source. Il ne dépasserait pas 10% sur une longue période. Seulement 10%? C'est ce qu'indique la source. Et la raison principale qu'elle met en avant, c'est la difficulté, parfois même le refus, des pays d'origine de coopérer. Ils ne donneraient pas les laissez-passer consulaires qui sont nécessaires pour que leurs ressortissants puissent revenir. L'analyse rapporte que ces pays rappelleraient à la France que c'est elle-même, avec l'UE, qui a dépénalisé le séjour irrégulier en 2012. Ah d'accord. Le cas de l'Algérie est cité comme un cas extrême. Suite à une brouille diplomatique, Alger ne délivrerait plus du tout de laissez-passer. La conséquence directe, selon la source, c'est que des dizaines de milliers d'Algériens en situation irrégulière, y compris des gens qui sortent de prison, seraient en fait inéloignables. Face à tout ça, comment la source juge-t-elle le système français dans son ensemble? Elle le qualifie d'une tolérance ahurissante, c'est le terme employé. Et elle appuie ça en listant plusieurs choses. L'existence de l'AME, dont on a parlé, la scolarisation qui est obligatoire et inconditionnelle pour les enfants de sans-papiers, ce qui rendrait très difficile d'expulser la famille, et puis une politique de naturalisation que la source juge généreuse, avec environ 100 000 nouveaux Français chaque année. L'analyse calcule que près de 3 millions de personnes seraient devenues françaises comme ça depuis l'an 2000. Bien. On a vu le stock, les flux, les différentes voies d'entrée légales et illégales, telles que décrites par cette source. Logiquement, la question suivante, c'est quel impact démographique concret tout ça a sur la population française, toujours d'après cette analyse? Alors, l'impact est présenté comme vraiment majeur. D'abord, sur la croissance de la population en général. L'analyse cite l'INSEE, qui estime les entrées légales chaque année entre 400 000 et 500 000 personnes. Mais l'auteur de la vidéo critique un peu la communication de l'INSEE, qui selon lui aurait tendance à minimiser l'importance de ce solde migratoire dans ses publications pour le grand public. Et du coup, quelle est la conclusion de la source sur ce point précis? Que l'immigration serait devenue très clairement le moteur principal de l'augmentation de la population en France. L'exemple qui est donné, c'est celui de 2021. Sur 270 000 nouveaux habitants cette année-là, il y aurait eu, selon ce calcul, une naissance pour 2 immigrés qui entraient sur le territoire. Ah oui, une naissance pour 2 immigrés, c'est une proportion qui frappe effectivement. Et l'autre grand sujet démographique, bien sûr, c'est la natalité. Qu'en dit l'analyse? Là aussi, elle souligne un rôle moteur de l'immigration. La raison avancée, c'est que les femmes immigrées ont, en moyenne, un taux de fécondité plus élevé que les femmes natives. Des chiffres précis sont donnés dans la vidéo.
2,51 enfants par femme pour les immigrés qui viennent du Maghreb et 3,32 pour celles qui viennent d'Afrique subsaharienne. 3,32, c'est nettement plus élevé que la moyenne française, qui est sous les 2 enfants par femme, non? Oui, tout à fait. L'analyse précise que ce taux de 3,32, c'est le plus haut d'Europe de l'Ouest et qu'il est quasiment le double de celui des femmes françaises non immigrées. Pour ces dernières, le taux est de 1,67 enfants par femme, et ça, c'est sous le seuil de renouvellement des générations, qui est à 2,1. Des bébés nés en France cette année-là avaient au moins un parent né à l'étranger. Et quasiment un nouveau-né sur 5, 18,5% précisément, avait ses 2 parents nés à l'étranger. Et la majorité venait de pays hors Union européenne. Est-ce que l'analyse propose d'autres indicateurs pour illustrer ce changement démographique? Oui, elle reprend un indicateur qui vient des travaux de Jérôme Fourquiel, sondeur et analyste. C'est celui des prénoms donnés aux bébés. En 2021, plus d'un garçon nouveau-né sur 5, donc plus de 20%, aurait reçu un prénom d'origine arabo-musulmane. L'analyse insiste sur le contraste avec la situation avant les années 1960, où ce taux était proche de 0. C'est présenté comme un indicateur culturel assez marquant de l'évolution. Très intéressant. Après la démographie, est-ce que l'analyse aborde la question de la répartition géographique? Où vivent ces populations immigrées en France? Est-ce que ça change aussi? Oui, et c'est même présenté comme une évolution majeure de ces 20 dernières années. L'analyse décrit une sorte de double tendance. D'un côté, il y a une consolidation. La présence immigrée continue d'augmenter dans les régions où elle était déjà forte historiquement. On pense à l'Île-de-France, la région de Lyon, le Grand Est ou la Côte d'Azur, PACA. Ça, c'est la première tendance. Et l'autre? Quel est le fait nouveau que la source souligne? Alors, le fait qualifié de vraiment nouveau par la source, c'est une diffusion assez massive de l'immigration dans des régions qui, jusqu'à récemment, étaient beaucoup moins concernées. Elle cible en particulier le Grand Ouest, la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire. Ah oui, le Grand Ouest. La source donne des exemples concrets de cette diffusion? Absolument. Elle liste plusieurs grandes villes de l'Ouest, comme Lorient, Brest, Caen, Rennes, Nantes, Rouen, où la part d'immigrés dans la population aurait doublé, ou presque, en moins de 20 ans. Et ça ne concernerait pas que les grandes villes, mais aussi des villes moyennes et même des villages ruraux. L'exemple record qui est cité, c'est la Guerche de Bretagne. C'est une petite commune de 4500 habitants en Ille-et-Vilaine. Là-bas, la proportion d'immigrés aurait été multipliée par plus de 8 entre 2006 et 2021. Multipliée par 8, c'est énorme pour une petite commune. Mais alors, comment la source explique cette diffusion géographique soudaine, surtout dans l'Ouest? L'explication principale qui est avancée, elle est liée à la politique de l'État pour répartir les demandeurs d'asile et les réfugiés. Il y aurait un dispositif national d'accueil, le DNA, qui a aujourd'hui environ 120 000 places d'hébergement. Et ces places sont réparties un peu partout sur le territoire, y compris dans des zones moins peuplées. D'accord. Et le boom migratoire à la Guerche de Bretagne, par exemple, serait directement lié, selon la source, à l'ouverture d'un CEADA, un centre d'accueil de demandeurs d'asile, en 2017. Et ce centre aurait ensuite accueilli le surplus de migrants venant de Rennes. L'analyse fait remarquer que, d'une certaine façon, l'immigration appelle l'immigration, y compris administrativement. Certains endroits se découvriraient une sorte de vocation migratoire. Et comment s'est vécu localement cette nouvelle répartition? Est-ce que la source parle des réactions, des tensions peut-être? Oui. L'analyse oppose un peu 2 types de réactions. D'un côté, elle mentionne des élus locaux, elle cite l'exemple du maire de Valence, avant qu'il entre au gouvernement, qui se plaindrait de subir cette politique de répartition et l'arrivée de migrants sans avoir les moyens suffisants pour bien les accueillir. Et de l'autre côté? De l'autre côté, elle signale qu'il y a des communes et des territoires qui, au contraire, militent activement pour accueillir plus de monde. Elle cite notamment Landvita, c'est l'Association nationale des villes et territoires accueillants, qui regroupe des collectivités qui se veulent des terres-refuges. Et la source précise que ces collectivités seraient en majorité dirigées par des élus de gauche. Bien. Je pense qu'on a fait un bon tour des principaux points factuels que présente cette analyse vidéo. Si on devait résumer les messages clés qui ressortent de tout ça. Alors, si on essaie de synthétiser ce que cette source spécifique, la vidéo intéressant, Dimitri Pavlenko, met en avant, premièrement, il y a l'ampleur et surtout une accélération jugée très importante de l'immigration en France. Ça concerne aussi bien le stock, les personnes présentes, que les flux annuels, les entrées. Deuxièmement, elle décrit des caractéristiques spécifiques de cette immigration, une origine majoritairement africaine et des motifs familiaux et d'asile qui prendraient de plus en plus d'importance.
D'accord. Ensuite? Troisièmement, l'analyse détaille ce qu'elle voit comme des défis dans la gestion de certaines voies d'entrée, surtout l'asile, avec l'élargissement des critères, la question des pays dits sûrs. Et puis, l'immigration irrégulière avec la difficulté des éloignements et le poids des régularisations. Quatrièmement, elle souligne un impact démographique qu'elle présente comme majeur. L'immigration serait décrite comme le principal moteur de la croissance de la population et elle aurait une influence notable sur la natalité. Et le dernier point, et enfin cinquièmement, elle met en lumière une nouvelle dynamique géographique, cette diffusion de l'immigration sur l'ensemble du territoire et notamment dans l'ouest de la France. C'est une photographie assez complète, effectivement basée sur les éléments de cette source vidéo. Oui, et il faut bien se rappeler que tout ce qu'on a discuté là, ça vient de cette analyse vidéo précise. L'auteur annonçait d'ailleurs que c'était une première partie. Il prévoyait une seconde partie pour parler de l'impact économique, la question de savoir si l'immigration coûte ou rapporte à la France, selon son analyse, et aussi pour explorer plus en détail les raisons de ce qu'il appelle l'impuissance politique face à ces phénomènes. Donc ça, ce sont des aspects qu'on n'a logiquement pas abordés aujourd'hui. Absolument. C'est important de le préciser. Mais ce tour d'horizon factuel, tel que la source nous l'a présenté, ça soulève forcément des questions qui vont au-delà des chiffres bruts, non? Quand on voit l'ampleur des changements démographiques et cette diffusion géographique qui sont décrits ici, on peut se demander quelles pourraient être les implications à plus long terme pour, disons, la cohésion sociale, ou peut-être même l'identité des différents territoires en France. C'est une question ouverte, bien sûr, qui prolonge un peu la réflexion au-delà des statistiques qu'on a vues aujourd'hui.